Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver sur Major Prépa pour cette vidéo consacrée cette fois-ci à IMTBS et plus particulièrement à la dimension internationale d'IMTBS. Nous avons titré cette vidéo « Partir à l'étranger avec IMTBS » puisqu'en effet cette école propose toute une pléthore en réalité d'opportunités internationales et justement pour les dérouler ensemble, pour les découvrir davantage, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants, la personne de Perrine César. Perrine, bonjour. Vous êtes donc directrice des relations et du développement international de l'école d'IMTBS et Silas également très jeune alumni de l'école, parce que tu es diplômé de 2021, c'est bien ça? Exact. Donc voilà, donc tu vas nous parler de ton expérience internationale et puis de ce qu'elle t'a apporté de manière générale. Dans un premier temps, je vous laisse peut-être vous présenter un peu plus amplement et puis ensuite on va dérouler l'ensemble des questions que j'ai préparées. Alors bonjour, je suis Perrine César, je suis directrice des relations et du développement international de l'Institut Mines-Télécom Business School. En effet, une dimension très forte de l'international au sein de l'Institut Mines-Télécom Business School où on encourage énormément les étudiants à partir à l'international, au moins sur une mobilité, voire plus, et développer leurs compétences internationales et interculturelles. Bonjour, Silas Ozeprempe, aujourd'hui consultant dans un grand cabinet. Ok, voilà qui est tout à fait clair. Alors justement, Perrine, vous avez un peu débuté. Alors je vous propose de poursuivre. Voilà, on l'a dit, c'est une dimension extrêmement importante de l'école, très constitutive de l'ADN d'IMTBS. Ça va pas être évident peut-être de tout synthétiser, mais peut-être dans les grandes lignes, est-ce que vous pouvez présenter justement cette dimension internationale au sein de l'école? Oui, alors c'est vrai que dans le principe de vouloir partir à l'international, c'est le principe de développer des compétences pour naviguer dans un environnement multiculturel, pour naviguer dans un environnement qui est incertain. Et l'expérience internationale est vraiment le meilleur moyen de préparer les étudiants à se préparer à ce développement de compétences. Donc bien évidemment, on a plein d'opportunités pour partir à l'international, plein de possibilités dans le cursus qui peut revêtre soit d'un stage à l'international, soit d'un échange, soit d'un double diplôme, soit d'une majeure à l'international en 3e année. Alors donc on va détailler un petit peu tous ces éléments-là. Peut-être d'ailleurs Silas, si tu veux nous préciser toi ce que tu as fait. Donc on l'a dit, une mobilité qui est possible, il y en a même plusieurs. En l'occurrence, toi, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi j'avais été aux États-Unis sur le campus de Virginia Tech et je suis parti pour un semestre et je suis revenu finir mon cursus ici. D'accord. Et c'était en quelle année précisément au sein de ton parcours? C'était en 2020, je suis parti en 2020 à Virginia Tech. C'est ça, donc quand tu étais à cheval entre la 2e et la 3e année? C'est ça. Ok, d'accord, on comprend bien, donc on y reviendra un peu plus précisément. Alors peut-être d'abord une première question, peut-être déjà sur la notion d'université partenaire. C'est pas forcément extrêmement clair pour tous les étudiants, enfin sur les étudiants de prépa qui ont encore une connaissance assez limitée, on va dire, du monde des grandes écoles. En quoi consistent exactement les partenariats que vous tissez avec ces différentes universités? Combien y en a-t-il? Où sont-elles placées? Voilà, est-ce que vous pouvez faire un panorama un peu général de cette offre? Alors aujourd'hui, on a à peu près 140 partenaires, universités partenaires partout dans le monde, sur 5 continents. La moitié en Europe, la moitié hors Europe. On a un partenariat qui est beaucoup basé sur des échanges, donc des échanges académiques où nous, on envoie des étudiants à l'international, chez les partenaires, et les partenaires nous envoient aussi des étudiants en contrepartie. Mais dans ces échanges-là, enfin dans ces partenariats-là, on a également la possibilité d'avoir des collaborations d'enseignement, des collaborations de recherche. Donc les partenariats sont vraiment très riches, très porteurs de projets aussi dans l'école. Et alors, donc, ces partenaires, si on comprend bien, d'une part, vous envoyez en réalité les étudiants d'IMTBS vers ces partenaires. Réciproquement, vous récupérez des étudiants de ces universités. Oui, majoritairement, les échanges sont basés sur ce principe de bilatéralité. Et alors, quel est votre parti pris? Est-ce que vous faites partir beaucoup d'étudiants dans peu d'universités? Est-ce que chaque étudiant se trouve par petites cohortes? Comment ça se passe? Non, la plupart du temps, on essaie vraiment d'avoir des petites cohortes. Après, ça dépend. On a des programmes où on envoie des plus grosses cohortes. Et puis aussi, on a des programmes où les étudiants veulent partir. On a des destinations qui sont plus séduisantes dans l'esprit des étudiants, dans un premier temps. Non, majoritairement, on fait quand même partir des étudiants par lot de 2, 3 grand maximum. Ça peut être 4. Sur Virginia Tech, on avait un programme spécifique où là, il y avait des étudiants qui partaient en plus gros groupe, une vingtaine d'étudiants. Mais le campus est très grand, très réparti. Donc les étudiants ne sont pas non plus tout le temps ensemble. Donc voilà, non, le principe est vraiment de pouvoir avoir des étudiants qui partent en petits groupes sur les universités partenaires.
Oui, voilà, donc j'imagine, hein, le parti pris, c'est de se dire que les étudiants seront davantage immergés dans l'expérience. Oui, exactement, immergés. Alors, ils seront immergés pas uniquement avec les étudiants qu'on appelle locaux de ces pays-là, mais aussi avec tous les étudiants d'échange qui viennent aussi dans ce programme d'échange. Donc, en fait, ils vont être avec des Italiens, des Allemands, des Russes ou des Afriques du Sud. Enfin, voilà, on a vraiment un mélange très important de cultures. Et généralement, les étudiants reviennent avec des amitiés qui sont très fortes de cette expérience-là. D'accord, et donc pas uniquement les Français qu'ils ont pu croiser. Exactement. C'est ça. Alors, donc vous l'avez dit, la moitié en Europe, la moitié hors Europe. Est-ce que vous pouvez donner quelques noms peut-être emblématiques Ouais, alors on a des destinations qui plaisent beaucoup. Par exemple, on a beaucoup d'étudiants qui ont envie de partir en Corée, bien évidemment en Amérique du Nord. On a beaucoup d'universités en Amérique du Sud, en Argentine, au Brésil, en Colombie. On a également beaucoup de partenariats en Europe, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni. Donc on a vraiment un panel assez large. Il y a des destinations qui sont moins connues, sur lesquelles les étudiants parfois hésitent à aller parce qu'ils ne connaissent pas. Mais généralement, quand on a un ou deux étudiants qui ont fait déjà un premier échange, la destination devient plus populaire. Oui, c'est ça, oui, le retour d'expérience joue un peu forcément. D'accord, et alors, au niveau des modalités précisément, est-ce que tout le monde peut partir dans l'université qu'il souhaite? Est-ce que ça dépend d'un certain classement? Comment ça se passe? Bien évidemment. En fait, ce qu'on regarde, c'est on a un certain nombre de places par partenaire, ça c'est important. Et ensuite, on va regarder tout simplement les choix des étudiants. Les étudiants doivent se positionner sur 4 choix. Et sur ces 4 choix-là, on a à peu près 80% des étudiants qui ont leur choix 1 et leur choix 2. Nous, on évalue par rapport à leur niveau académique. On l'évalue par rapport aux recommandations faites par le partenaire au niveau académique et linguistique. Et voilà, on prend l'ensemble des demandes qui sont faites par les étudiants et ensuite on arrive à attribuer il y a 80% premier choix, deuxième choix des destinations demandées par les étudiants. D'accord, donc une majorité de contents, on va dire, de satisfaits. Oui. C'était ton cas, toi, Silas, par exemple? C'était mon choix numéro 1 à Virginia Tech et j'étais très content d'y aller. J'ai fait mon petit test d'anglais et tout. Et la destination a été choisie. Ok. Et alors, ça s'opère à la fin de la première année. Comment ça se passe exactement dans alors, ça la dépend. temporalité du cursus? On a plusieurs possibilités pour partir. Les étudiants peuvent partir en deuxième année, ils peuvent partir en ACI, donc en année de césure internationale, et ils peuvent partir aussi en troisième année. Donc en fait, en fonction de quand est-ce qu'ils décident de positionner leur mobilité internationale, ils vont postuler à des moments donnés où on va leur dire on va ouvrir la plateforme de candidature et ils vont devoir déposer leur dossier avec remplir un certain nombre d'exigences et de pièces à fournir. Et ensuite, on passe à travers cette fameuse moulinette de sélection et ensuite, on nomine les étudiants auprès des universités partenaires. Ce qui est bien dans un échange, c'est qu'en fait, on fait une première sélection. Donc, le partenaire est quand même relativement confiant de la sélection qu'on fait des étudiants qu'on a décidé de choisir pour envoyer. Et généralement, c'est relativement garanti que les étudiants puissent partir. Cependant, le partenaire fait quand même une autre sélection derrière et il a le droit de dire s'il ne choisit pas l'étudiant pour une raison X ou Y par rapport à son niveau académique ou linguistique. D'accord, oui, notamment j'imagine que le niveau d'anglais, j'imagine pour les Nord-Américains particulièrement. Ouais. Oui. Non, mais pas uniquement nord-américain, ça peut être aussi sous d'autres destinations. Le principe, c'est d'avoir un bon niveau pour être capable de suivre les cours. Donc nous, quand on envoie les étudiants, c'est pour pas qu'ils soient en échec. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on soit sûr qu'ils aient un niveau suffisant pour suivre les cours, pour être à l'aise et pour être aussi dans un environnement qui est complètement différent, qui va les mettre aussi en dehors de leur zone de confort et qu'ils soient capables de naviguer. Déjà, je pense que l'anglais est important parce que même dans les pays européens, les cours sont dispensés en anglais. Donc, Oui, c'est ça. Même il y a beaucoup de pays non anglophones, c'est-à-dire où la langue première n'est pas l'anglais, mais qui néanmoins proposent l'anglais en guise de langue d'apprentissage. Ça, c'est un élément important à savoir parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur d'aller dans d'autres destinations comme la Suède, la Pologne ou d'autres pays d'Europe, pensant qu'on va leur demander de maîtriser la langue. Non, ça sera des cours en anglais et ils seront dans un environnement principalement anglophone parce qu'ils seront vraiment avec les groupes des étudiants en échange. Donc, oui, d'accord. Donc oui, voilà, l'anglais reste extrêmement important et on imagine pour certaines destinations l'espagnol ou l'allemand éventuellement. Voilà qui est assez clair. Alors, vous l'avez dit, il y a une possibilité de faire plusieurs mobilités. Est-ce à dire qu'on peut partir dans plusieurs universités partenaires c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs choix de mobilité. C'est-à-dire on peut partir en deuxième année, et puis si l'expérience nous a plu, on peut partir en année césure, et si l'expérience nous a plu, on peut partir en double diplôme. Tout ça, c'est cumulable. On ne fixe pas une durée maximum. Donc, la durée, normalement, on peut aller jusqu'à 24 mois de mobilité. Bon, c'est rare quand même que les étudiants fassent 24 mois, mais c'est possible s'ils veulent le cumuler. La seule exigence qu'on a, c'est un semestre
semestre académique ou pour valider le diplôme. En fait, c'est quand même un prérequis pour obtenir le diplôme de l'école. Voilà, c'est ça. Donc la possibilité, par exemple, de faire des stages à l'étranger, c'est une possibilité, aussi une possibilité, pas du tout une nécessité. Ce qui est nécessaire, c'est l'échange à l'étranger. Oui, mais les stages peuvent valider cet impératif d'obligation internationale en cumulant un certain nombre de semaines qui sont équivalentes au semestre d'études académiques. D'accord, bon, voilà qui est assez clair. Alors justement, Silas, pour un peu corroborer ce qu'on vient de dire, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette destination, comment ça s'est passé, est-ce que tu étais particulièrement brillant et donc tu as eu des super notes et donc ça s'est très très bien passé pour toi, ou finalement, en fait, comme beaucoup de tes camarades, tu as eu les résultats que tu voulais, voilà, comment tu as vécu ça, toi? J'ai choisi Virginia Tech parce que clairement c'était le rêve américain et le campus là-bas en fait donnait envie, c'est un campus gigantesque, donc j'allais vraiment vivre l'expérience en immersion. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce campus-là et cette voie-là. Et aussi les cours qui m'intéressaient particulièrement, c'est des cours qui étaient portés pour la plupart sur l'entrepreneuriat et c'est ce que je voulais faire en revenant. Donc je me suis dit que j'allais aller là-bas et j'allais apprendre le mindset du businessman américain. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai pu faire là-bas. Donc non, je suis plutôt content de mon expérience là-bas. Ouais, d'accord. Donc voilà, tu étais venu chercher ça, finalement t'as pas été déçu, ça correspondait vraiment à ce que tu voulais. Ouais. Est-ce que, en l'occurrence, dans ta promo, les universités américaines étaient particulièrement demandées? Je sais pas si c'était il y a 2 ans déjà. C'était il y a 2 ans, ouais. Dans mon souvenir, oui. En fait, les universités américaines sont demandées chaque année. Je pense que Perrine peut me dire. Chaque année, les universités américaines sont plutôt privilégiées auprès des étudiants. Mais j'ai pas le souvenir de gens qui n'ont pas eu leur place, en tout cas. Ouais, d'accord. Oui, donc ça finit quand même par s'équilibrer. Oui, je pense que les gens se rabattent, entre guillemets, sur quelque chose d'autre et ils sont toujours très contents quand même. Ok, ouais, d'accord, ça marche. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer hyper concrètement à quoi ça ressemblait tes journées de cours, même tes journées tout court de manière générale, parce que j'imagine qu'il y a bien sûr la dimension académique qui est super importante, mais forcément, t'es à l'autre bout du monde, presque, t'as envie aussi un petit peu de découvrir des choses. Une journée type, le vendredi, je me lève, je vais chercher le bus, je vais à l'école. On fait les cours, on est séparés, en fait, on était un grand groupe de Français, mais on est séparés dans plusieurs classes et plusieurs pas cursus, mais plusieurs parcours différents. Ouais. Donc je retrouve un peu mes amis français, mais je retrouve aussi mes amis américains. On débute les cours, on débute la journée de cours. On fait les premiers cours. En fait, les cours sont très courts. Les cours sont très courts, c'est des cours d'1 heure, 1 heure et demie. Donc ça change un peu de ce qu'on avait ici en France. Donc on enchaîne 2-3 cours. Ensuite on va déjeuner dans le grand espace, le grand réfectoire. Il y en a plusieurs. Et c'était vraiment le campus à l'américaine. Vraiment le campus à l'américaine. Et on finissait plutôt tôt pour laisser le temps de faire autre chose, aller à la salle de sport, aller à la médiathèque, bibliothèque. Il y avait plein de choses qui se passaient sur le campus. Donc ça laissait aussi l'opportunité aux jeunes étudiants ou aux étudiants étrangers de s'immerger un peu plus au-delà de l'aspect académique, mais vraiment d'un point de vue social, en fait, rencontrer des gens. Donc c'est ça ma journée type. C'est plutôt ça ma journée type. Ok. Et donc du coup, tu étais plutôt avec les étudiants étrangers de ton groupe. C'était plutôt d'ailleurs des Américains ou, comme on le disait, plutôt des nationalités assez éclectiques? C'était un peu de tout. C'est vrai que j'étais beaucoup avec mes amis français parce qu'on s'est découvert là-bas. On était dans la même école, mais on se connaissait pas forcément. Ouais. On s'est rencontrés. Oui, c'est ça, parce que vous étiez une vingtaine, ce qui est un peu atypique. C'est ça. Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Mais j'étais beaucoup avec des Américains parce que j'ai participé à un concours d'entrepreneuriat là-bas et j'étais avec des Américains sur mon projet de start-up. Donc moi j'étais un peu entre les deux, un peu avec mes potes français et un peu aussi avec les Américains. J'avais le bon équilibre, je pense. Et rétrospectivement, qu'est-ce que tu penses tirer de cette expérience-là? Bon, évidemment, sur le coup, j'imagine que c'était assez cool. Enfin, on l'entend bien. Mais maintenant, surtout que tu es en poste, qu'est-ce que tu penses avoir appris de cet échange et que tu n'aurais pas forcément pu découvrir en France, en tout cas sur un campus français? Alors, d'un point de vue très pratico-pratique, la langue déjà. J'ai pu développer mes compétences en anglais et ça, c'est le point principal. Ouais. Après, en termes de cours aussi, je pense que les cours étaient très portés sur le business et sur le travail en fait qu'on peut faire quand on sort de Virginia Tech ou de l'école. Et donc j'ai appris plein de choses. Je pense par exemple au Lean Startup où tu vois c'est des dimensions très précises, hein, mais j'ai appris ces choses-là que je mets à profit en fait aujourd'hui dans mon travail de consultant. Donc ouais, non, je pense que la langue et
et le côté super pratique, ouais, d'accord, qui aujourd'hui te sert dans ton boulot au quotidien. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a une dimension qui est très importante dans une expérience internationale. C'est uniquement de découvrir une nationalité, une culture, une langue, mais c'est aussi de découvrir qui on est, de découvrir quelle est sa propre culture, quelle est sa propre présence au niveau linguistique, capacité à sortir de sa zone de confort. Et ça, on a du mal à le réaliser quand on le vit dans l'expérience, mais c'est quelque chose qui est très porteur aussi dans les compétences qu'on développe pour une carrière et pour une expérience professionnelle. Cette capacité à pouvoir naviguer dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, à trouver des ressources d'adaptabilité, d'adaptation, d'être capable de pouvoir s'en sortir. En fait, là où d'habitude, on a une zone de confort, on a des repères, on a des amis. Et c'est ça qu'apporte l'expérience internationale. Elle est très forte. Malgré mes amis, je suis clairement sorti de ma zone de confort. Oui. Et ça m'aide aussi aujourd'hui dans mon travail de consultant, dans la mesure où je sais pas, j'arrive chez un client, je ne connais pas du tout la structure de l'entreprise, je ne connais rien. Et finalement, j'arrive à m'adapter très rapidement. Et je pense que l'expérience internationale joue aussi. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il faut préciser qu'en fait, la majorité des jobs aujourd'hui ont une dimension internationale. Donc, quand bien même on travaille en France, forcément, on est obligé de parler en anglais, de faire des visions en anglais, d'interagir avec des gens qui ont même des cultures au-delà de la langue assez différentes. Et puis, il y a aussi, alors je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais un certain nombre de diplômés d'IMTBS qui débutent leur carrière à l'étranger. Oui, on a un réseau d'anciens qui sont vraiment basés à l'international. De mémoire, on est à peu près à 1600 alumni à l'étranger. Environ 80% de ces 1600 sont en Europe, mais on en a partout aussi dans le monde. Et c'est un réseau qui est très actif, qui est très dynamique, et je pense justement qu'ils ont beaucoup de plaisir à partager cette expérience-là et à le partager avec les étudiants actuels. Voilà qui est très très clair. Alors, il y a d'autres aspects que j'aimerais évoquer avec vous. D'abord celui des doubles diplômes internationaux, parce que c'est quand même une autre force, j'allais dire, que de ce que vous proposez. Là aussi, est-ce que vous pouvez dresser une sorte de panorama des doubles diplômes que vous offrez? Alors, on a en effet la possibilité pour les étudiants qui veulent partir un an complet en troisième année, de partir en double diplôme, avec des partenaires qui sont répartis partout dans le monde, Canada, Corée, Brésil, Colombie. Voilà, à peu près 7 partenaires. Il y a aussi le Royaume-Uni, 7 partenaires internationaux, 7 doubles diplômes. C'est vraiment une autre expérience. D'abord parce qu'on est immergé pendant un an complet dans une université et qu'en plus on est dans la préparation d'un autre diplôme. C'est-à-dire que vraiment on va obtenir le diplôme d'IMTBS et le diplôme du partenaire. Avec aussi une perspective d'une poursuite d'expérience professionnelle sur le territoire. C'est ça qui est intéressant dans un double diplôme. C'est vraiment c'est pas un objectif en tant que tel, mais c'est une ouverture possible. C'est-à-dire que si vraiment l'expérience, par exemple en Corée, était excellente, ils ont un diplôme qui est vraiment valorisé sur le marché de l'emploi là-bas, et ils ont la capacité de pouvoir éventuellement avoir la possibilité d'entamer une carrière là-bas. Donc avoir une expérience encore plus significative. Et ça, c'est une super expérience et les étudiants en sont ravis. Oui, donc ça, c'est malgré tout des écoles de management, c'est ça? Bien simplement, voilà, la vraie valeur ajoutée, c'est que, outre l'immersion pendant un an, c'est vraiment des diplômes qui sont très reconnus localement aussi, et qui permettent vraiment, pour une certaine typologie d'étudiants qui veut bosser dans une zone géographique particulière, ça de venir. C'est bien ça. Et puis, même si l'ambition est de revenir en France, avoir passé un an et avoir préparé un diplôme, c'est encore plus fort qu'un échange. Parce qu'on sent l'investissement, on sent aussi le fait de s'être adapté pendant un an entier, de s'être plié aux prérequis du partenaire en termes d'obtention du diplôme. Donc c'est très valorisé aussi sur le marché français. J'ai un collègue à qui je pense qui a fait l'IMTBS comme moi et qui vient d'arriver dans mon cabinet. Il a été en Corée pendant un an et ça a été très valorisé. Il n'a même pas eu besoin de justifier d'autres expériences professionnelles. Mais oui, pour pouvoir rentrer. Alors qu'il travaille en France avec toi? Il travaille en France aujourd'hui avec moi, Oui, c'est ça. Donc même en France, côté double diplôme, ça a quelque chose de... Bien sûr, c'est très valorisé. Oui, d'accord. Parce que particulièrement, vous avez au sein de ton cabinet des relations privilégiées avec ce pays, ou même pas? C'est simplement le côté je pense que c'est juste la capacité d'adaptation en fait qu'il a démontré à partir de son CV, de ces expériences-là qui l'ont permis de rentrer chez nous. Ok. Donc sur ces doubles diplômes, là aussi, est-ce qu'il y a des conditions particulières de sélectivité, de sélection? Alors, ça va être probablement un parcours plus sélectif, si on peut comparer ça avec l'échange, parce qu'on va vraiment faire une sélection importante, notamment au niveau de la motivation des étudiants, parce qu'on mesure quand même l'impact que ça a de partir pendant un an, et on rajoute quelques éléments de sélection, notamment un entretien de motivation, pour essayer de vraiment
percevoir si le projet est solide et si l'étudiant se sent prêt à partir sur une année complète. Et après, c'est la même chose que pour un échange, les prérequis du partenaire, les niveaux académiques et les niveaux de langue qui sont importants. D'accord. Et à chaque fois, pour les 7 doubles diplômes, il me semble que vous aviez évoqué, c'est toujours des doubles diplômes généralistes ou alors il y a une spécificité, par exemple une sous-dimension de management, marketing, finance? Ça dépend du partenariat qui a été noué, ça dépend des ententes qu'on a. Donc il y a des fois c'est généraliste et il y a d'autres fois c'est un peu plus spécialisé. D'accord. Bien, je crois qu'on a été exhaustif sur ce sujet-là. Je voulais évoquer un dernier sujet avec vous qui était aussi la dimension multiculturelle, mais cette fois-ci au sein du campus, puisqu'on l'a dit, beaucoup d'accords de double diplôme que vous évoquez sont réciproques, c'est-à-dire que des étudiants étrangers viennent également sur le campus. Là aussi, simplement, alors on le sait, le campus d'IMTBS en particulier, c'est un campus extrêmement cosmopolite, on l'a dit, et puis aussi très, très divers, puisqu'il y a également les étudiants ingénieurs juste en face de DECOM Sud Paris, enfin, même pas en face, parce qu'ils sont tellement brassés, qui cohabitent sur ce cursus et sur ce campus, et qui ne font pas que cohabiter, puisqu'ils sont ensemble au sein du monde associatif, pour certains cours, pour certains projets de groupe par ailleurs. Ma question est simple, dans quelle mesure justement ces étudiants étrangers font partie intégrante finalement de cette vie de campus? Alors c'est très fort l'implication des étudiants internationaux sur le campus. On a environ 250 étudiants qui viennent sur le campus, qui sont présents sur le campus en permanence. Et en fait, c'est des étudiants qui vont suivre les cours avec les étudiants locaux. Donc, il y a un English track dans le PGE, M1, M2. Donc, les possibilités pour les étudiants de venir sur cet English track sont vraiment grandes. Du coup, on arrive à mélanger les populations. Les étudiants sont en interaction avec les étudiants internationaux au quotidien. Après, il y a une vie de campus qui est très forte avec beaucoup d'associations. Et on essaie de vraiment faire en sorte que les étudiants internationaux puissent participer à cette vie de campus et à cette vie associative. On a une association qui est dédiée à les accueillir, qui s'appelle Welcome, qui est vraiment là pour les accueillir du moment où ils arrivent sur le campus et puis leur permettre d'avoir une intégration forte sur le campus. Donc non, c'est très fort. Après, sur la dimension multiculturelle, elle revêt beaucoup d'autres aspects qu'avoir juste des étudiants internationaux sur le campus. Il y a le fait qu'on ait des professeurs qui sont internationaux, qui donnent des cours aussi aux étudiants et qui ont du coup cette interaction aussi bien en anglais qu'avec aussi cette dimension culturelle forte. On a beaucoup d'intervenants qui viennent régulièrement. On a aussi des projets de recherche qui sont forts. On a des collaborations d'enseignement avec des universités partenaires où on met vraiment 2 universités à travailler ensemble sur un cours et connecter les groupes ensemble. Donc on a plein de dimensions internationales qui se relient et qui fait que l'étudiant sur le campus d'Evry a quand même une exposition internationale forte. Oui, je te vois à qui Cécile, je ne sais pas si tu veux... Oui, non, je suis d'accord. C'est vrai que je l'ai un peu moins vécu du fait que je suis arrivé en primo-entrant, que je suis arrivé en master. Donc, j'ai moins vécu l'expérience associative en fait ici. Mais c'est vrai qu'on est très mélangé en fait dans les cours. Entre les locaux et les étudiants étrangers, et ça permet aussi d'apprendre en fait de nouvelles cultures juste parce qu'en fait on est ensemble en cours. Et alors au niveau du corps professoral aussi, pourquoi cette volonté d'avoir justement beaucoup de profs aussi également étrangers? Parce qu'on ne peut pas prétendre être une école internationale si on n'a pas aussi un corps professoral qui est divers. Parce que dans les méthodes d'enseignement, dans les méthodes pédagogiques, dans les enseignements même type, on a besoin d'avoir des points de vue différents et on a besoin d'avoir des professeurs qui amènent une autre façon de voir le monde, de voir la matière, d'enseigner, d'interagir. Donc, les étudiants qui viennent sur le campus, c'est pas suffisant pour internationaliser l'école. Et on a besoin de cette interaction aussi avec le corps enseignant. Mon directeur de majeur sur ma majeure CID, c'était Todd Davy. Todd Davy. Et il était génial. Et en fait, il avait une autre vision de l'entrepreneuriat. Enfin, j'étais dans l'entrepreneuriat et donc il avait une autre vision de l'entrepreneuriat. Un peu moins à la française et plus à l'américaine, où il est australien, donc peut-être à l'australienne. Et c'est vrai que c'était un plus. C'est vrai que c'était un plus parce qu'on avait des coachs qui étaient français tout le long de l'année et le directeur de l'incubateur était français et le directeur de la majeure était étranger, donc ça apporte vraiment quelque chose. Et c'est quoi dans la vision de l'entrepreneuriat à l'australienne? You can do whatever you like. Non, et tu peux, en vrai, c'est un peu comme à l'américaine, quoi. Ouais, sky is the limit, quoi. Voilà, on se censure pas, on essaie de push tout le temps et surtout on a une vision, très positive et très, comment on dit, très optimiste, mais optimiste, c'est ça le mot que je cherchais. Très optimiste de l'entrepreneuriat. Quand on tombe, on se relève et on pivote et ça c'était plutôt cool. Ouais, c'est ça, d'avoir l'approche un peu duale française et puis un peu plus, c'est ça. Sky is the limit. Vraiment, c'est vraiment ça.
Ouais, d'accord, ok, je comprends bien. Si j'avais une dernière question pour vous avant de quitter. Un étudiant qui nous demandait justement sur Instagram, voilà, parce que vous disiez effectivement qu'il est possible de faire des stages à l'étranger. La question était de savoir dans quelle mesure justement l'école pouvait aider à trouver ces stages à l'étranger, parce que c'est quand même a priori pas évident. Oui, Déjà, oui. en France, c'est pas toujours facile. À l'étranger. Alors, on a des plateformes qui peuvent aider à tout simplement trouver des offres de stage à l'international. On a les alumni qui peuvent aider et qui peuvent faire passer des offres de stage aussi dans leurs entreprises ou dans leur environnement professionnel là-bas. Donc, on a la possibilité. Et ce qu'on a, c'est qu'on a aussi la possibilité d'accompagner les étudiants sur cette recherche, leur donner des conseils, comment se vendre, comment présenter son profil, comment présenter son CV de manière plus internationale. Donc, voilà, c'est un accompagnement qui est fait au sein du Career Center, des accès aux plateformes et puis ce réseau des anciens qui nous permet quand même d'avoir un dynamisme sur un marché qui est international. Est-ce que l'AIESEC existe toujours? Alors l'AIESEC existe toujours, mais est moins présent aujourd'hui sur le campus, mais on a vraiment beaucoup d'associations qui nous aident aussi à trouver des stages internationaux. Il m'avait aidé à trouver un stage. Ouais, c'est une asso étudiante dont l'objectif est d'aider les étudiants à trouver des stages à l'étranger. Exactement. Il m'avait aidé à trouver un stage, mais j'ai pas pu le faire à cause du... Oui, c'est ça. Oui, le Covid a un peu compliqué les choses, mais le Covid n'a pas été facile en effet pour l'international. C'est ça. Mais a priori, c'est derrière nous. J'espère que c'est du bois, mais je crois que c'est du bois. Si une autre question qui nous avait été posée, c'est est-ce compatible de partir à l'étranger et de faire une alternance? On sait beaucoup d'étudiants aujourd'hui veulent faire une alternance pour justement renforcer leur employabilité, à fortiori ceux qui ont fait une prépa, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience significative à faire valoir. Est-ce que c'est compatible tout simplement dans le cursus? Oui, c'est compatible, mais par contre, c'est vrai qu'il faut être précautionneux sur les prérequis qu'on a par rapport à l'obligation internationale à compléter. Donc, il faut que l'obligation internationale soit complétée avant de commencer un apprentissage. Donc, pour chaque cas d'étudiant, il faut vraiment qu'il voit le nombre d'expériences internationales qu'il a cumulées en termes de semaines. Et des fois, ça peut être des expériences préalables dans des formations préalables. Donc, on a besoin d'avoir d'abord validé son obligation internationale pour pouvoir ensuite aller en apprentissage. Oui, voilà, puisqu'on l'a dit, c'est une obligation. C'est ça, exactement. Donc les alternants ne dérangent pas la règle. En effet. D'accord, ok. Bon, voilà, comme ça voilà, cet étudiant sera rassuré et se reconnaîtra. Et bien cette fois-ci, on a été tout à fait exhaustif. Alors peut-être en guise de conclusion, je vais vous laisser la parole. Simplement, qu'est-ce que vous voulez dire peut-être aux étudiants de prépa, notamment qui sont actuellement en train de passer la plupart de leur temps dans leur chambre de 10 ou 15 mètres carrés à gratter du papier, à réviser leurs cours d'économie, de mathématiques, de philosophie, qui ont peut-être des envies un petit peu de grande escapade. Qu'est-ce que vous voulez dire simplement à ces étudiants? C'est certain qu'une expérience internationale est généralement considérée comme une expérience qui transforme sa vision du monde et transforme sa vision de soi-même aussi. On se découvre énormément, donc j'encourage tous les étudiants qui vont et vouloir partir de se former le projet, de travailler sur ce projet parce que c'est une expérience inoubliable. C'est là aussi où généralement on forme des amitiés qui sont très fortes et qu'on garde à vie. C'est vrai, je partage cet avis-là. Et non, je pense que les étudiants en prépa actuellement sont en train de plancher, de bûcher sur plein de choses. Mais en arrivant ici, il faut vraiment qu'ils profitent de cette expérience à l'étranger et qu'ils ouvrent un peu le champ des possibles. Ça leur permettra de rencontrer des gens, ça leur permettra de fortifier leur carrière. Et c'est une expérience qui se vit, c'est obligatoire, il faut la vivre pour comprendre, je pense. Oui, c'est ça, on l'a dit obligatoire dans le cursus, mais obligatoire dans la vie. Humainement, oui, non, vraiment humainement, c'est particulier. Bon, voilà, je pense que cette fois-ci, tout a été dit. Merci infiniment à tous les deux. Donc, Perrine César, je le rappelle, directrice des relations et du développement international ici à IMTBS. Et donc, Silas, c'est tout juste diplômé de cette même école. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas par ailleurs à vous rendre sur le site d'IMTBS pour découvrir plus amplement les différentes modalités de départ à l'étranger que nous avons rapidement évoquées dans cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Major Prépa.